En tant que syndicaliste étudiante, j'ai été victime de violences physiques, de harcèlement, violences sexistes et sexuelles, on va dire les choses comme elles sont, de la part d'autres syndicats étudiants. Mais de syndicats étudiants qui auraient pu, dans la vraie vie de l'engagement, être dans ma famille politique. C'est un grand sujet pour moi, c'est-à-dire que j'en ai recroisé, ce qui m'a valu il y a 2 ans un petit post sur les réseaux sociaux lors de la journée du 8 mars pour dénoncer ces violences dont j'avais été victime, pour dire que ces prédateurs continuaient de rôder autour de moi. 2002, Jean-Marie Le Pen au 2e tour. Ouais. Et donc c'est très marrant, j'ai retrouvé récemment mon carnet de correspondance de ma seule absence sur cette année scolaire-là, où ma mère avait mis manif contre le FN. Quand je suis arrivée à La France s'engage, il y a une VP d'un grand groupe qui m'a dit « Pour réussir dans ce monde, on mesurera ton ambition à la hauteur de tes talons. » En tant que femme, pour réussir dans ce monde de domination et de pouvoir pris par les hommes, ce sera ton seul moyen de survivre, quoi. En gros, c'est ça. En fait, ça peut paraître un peu ridicule dit comme ça. J'ai beaucoup tergiversé sur cette phrase en me disant « Est-ce qu'il faut vraiment que je change mon look ?» J'avais vraiment l'impression qu'elle me donnait ses tips, c'était la sororité maximale, tu vois. C'est vraiment, je vais t'expliquer comment survivre dans ce monde de requins. Et vraiment, je me suis posé très très longtemps la question. Et j'ai fini par conclure que non, je ne changerai pas. J'allais rester aussi sur mes valeurs et que si j'étais là, c'était parce que j'avais un parcours qui m'avait permis d'acquérir des compétences, d'arriver à ce poste pour lequel j'étais totalement légitime et que je continuerais de porter des baskets, quoi. La question qui change tout, ce n'est pas est-ce que ça marche, c'est est-ce que ça peut se dupliquer sans se perdre et tenir dans la durée. Changer d'échelle, scaler dans notre jargon, c'est une promesse, mais c'est surtout une discipline. Méthode, exécution, arbitrage, coordination, coalition. Et c'est exactement le terrain de jeu de La France s'engage. Repérer des innovations sociales et environnementales portées par l'ESS, puis les aider à passer du cas particulier au modèle. 67 millions investis en 11 ans, 219 structures soutenues, et ce partout en France et sur tous les types de territoires. Alors pour le podcaston, j'ai voulu entrer dans le cœur de cette mécanique avec Enora Hamon, la déléguée générale adjointe de la Fondation de La France s'engage. Parce qu'elle tient une ligne qui devient précieuse. Financer et accompagner, ce n'est pas seulement chercher l'efficacité, c'est aussi défendre des fondamentaux, ceux de notre société et de notre démocratie, et accepter la pluralité et le tout sans raccourci. Alors dans cet épisode, on va parler engagement, territoire, philanthropie, coalition, et ce fameux passage où une idée cesse d'être une exception. Bienvenue dans le 40 nuances de Next de Enora Hamon. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Bonjour Enora. Bonjour Solène. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro 40 nuances de Next dans le cadre du podcaston. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors pour celles et ceux qui découvriraient le podcaston, c'est le plus grand événement caritatif mondial de podcasts francophones. Le principe, il est ultra simple. Un podcasteur, un podcast, un épisode, une cause. Et nous, on a voulu te donner le micro pour que tu nous racontes ton travail et celui de tes collaborateurs pour La France s'engage. La France s'engage qui pourrait presque être un slogan politique. Ouais, c'est un slogan. C'est aujourd'hui un grand projet qui a été initié en 2014 par François Hollande quand il était président de la République. Souvent dans la petite histoire, on dit les présidents ont toujours un grand chantier, des pyramides, des bibliothèques, des musées. Et François Hollande a voulu en faire un chantier humain, immatériel, qui puisse perdurer après son passage à l'Élysée. Et donc c'est comme ça que La France s'engage est née en 2014 et qui en 2017 est devenue une fondation reconnue d'utilité publique, donc qui s'est privatisée, mais qui a toujours la même mission de soutenir l'innovation sociale partout en France. Et la petite différence avec le dispositif public, c'est qu'aujourd'hui, on a une coalition d'entreprises privées aussi autour de la table qui nous soutient financièrement et humainement. Alors, on va en reparler. Et tu as utilisé un terme qui est le terme d'innovation sociale. Et on va commencer cet épisode. Jamais je lance une question surprise aussi vite, mais là, je me suis dit, celle-ci, il faut qu'elle arrive là. Vous avez un message. Oui, bonsoir. Alors moi, j'avais une question pour Enora. C'est que je me suis toujours demandé ce qu'était l'innovation sociale et j'aimerais bien qu'elle me l'explique. Voilà, merci beaucoup. Alors je pense que tu as reconnu sa voix parce que tu as souri, tu as même ri. Tu peux me dire qui c'est ?
Ouais, c'est Damien, c'est mon binôme, mais on pourra en reparler aussi de ce fonctionnement en binôme à la France Engage, qui est, je trouve, une grande réussite de ces dernières années dans l'équipe. Damien pose la question de l'innovation sociale, donc ça me fait sourire parce qu'il a évidemment la réponse, puisque c'est le directeur général de la Fondation, donc pour les auditeurs, évidemment, il connaît la réponse. Mais on sourit aussi parce que c'est vrai que ça peut être un peu conceptuel, un peu nébuleux, en disant, attendez, mais c'est quoi encore ce truc buzzword. Ouais, c'est quoi ce truc qu'on a encore inventé après l'innovation tech, etc. Et donc, nous, on a une définition assez simple qui est en gros une innovation sociale. C'est un dispositif qui répond à des problématiques sociales dont les besoins sont mal pourvus par l'existant. Donc, souvent, dit autrement, quand on découvre des innovations sociales, on se dit mais attends, pourquoi ça n'existait pas avant ? Mais c'est évident que ça devrait exister. Donc, on est tous là, mais on est sûr que ça n'existe pas. Et on dit, non, personne n'y a pensé. Ou des fois, on se dit, OK, c'est un sujet qu'on méconnaissait totalement. La cause, on se dit, c'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé. Ça concerne des millions de personnes. Et personne, ni la puissance publique, ni le marché privé, ne s'est intéressé à ce sujet. Et donc, en fait, l'innovation sociale, c'est ça. Ce sont des citoyens qui décident de créer un projet, de répondre, d'apporter une solution à une problématique sociale qu'ils ont souvent eux-mêmes vécue. Et ensuite, qui vont s'engager pour cette cause, qui vont souvent monter une association. Et puis, quand ça fonctionne bien, qui vont se retrouver à la France S'engage, justement, pour changer d'échelle et avoir plus d'impact. Est-ce que tu peux donner quelques exemples, justement, de ces causes qui n'avaient pas été prises en main ou en charge par l'établissement public ou des établissements privés pour que juste nos auditrices et auditeurs puissent se projeter? Bien sûr. Par exemple, sur le sujet éducatif, on se dit, chaque année, il y a 100 000 enfants jeunes qui sortent du système scolaire. Par ailleurs, dans les 50 prochaines années, il va falloir inventer tous les métiers de la transition écologique. On parle de 30 millions d'emplois dont aujourd'hui, on ne sait pas comment ils vont être pourvus et par qui et comment ils seront formés. Et donc, on a, par exemple, Frédéric qui a créé une association qui s'appelle les écoles Être, donc les écoles de la transition écologique, qui répondent à ces deux enjeux, à la fois récupérer, remobiliser ces jeunes éloignés de l'emploi et de la formation et les former au métier de la transition écologique. Et tu dis, c'est simple comme bonjour, mais il fallait y penser. Et donc, ils ont, grâce notamment à la France S'engage, mis en place tout un protocole pour pouvoir ouvrir une dizaine d'écoles par an. Et du coup, ça fonctionne et ça fait ses preuves avec du financement public et l'engagement d'entreprises, puisqu'ensuite, il faut évidemment que ces jeunes formés aillent bosser quelque part. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Quand je parlais de public complètement invisible, je pense aussi au réseau CARE, par exemple, qui est un réseau qui a été monté par une ancienne pharmacienne qui s'appelle Danielle, à Marseille, et qui a eu un cancer, et qui pendant devait faire sa chimio entre midi et 2, mais qui avait une pharmacie à faire tourner. Et en fait, là, c'est un projet qui s'adresse à tous ces travailleurs non salariés qui, en général, délaissent aussi leur santé, parce que il faut faire tourner la boutique. Et donc, elle fait beaucoup de prévention. Elle accompagne tous ces travailleurs non salariés quand ils sont atteints d'un cancer, à la fois dans le sujet pro et sujet perso. Donc, elle te raconte qu'elle accompagne un berger. Elle a fait assistante berger avec un berger qui était malade et qui ne pouvait pas aller accompagner ses moutons. Elle a porté le matériel d'un photographe indépendant. Ça peut être un chauffeur Uber. Et donc, ça, c'est 4 millions de personnes en France, par exemple. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, travailleurs non salariés, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'en général, pour des raisons économiques, bien sûr, ils font moins attention à leur santé. À leur santé, parce qu'il faut bien qu'ils fassent tourner leur boutique, que ce soit s'occuper d'une bergerie. Exactement. Et donc ça, typiquement, moi, j'avais aucune idée que ça représentait déjà 4 millions de personnes. Et je me disais, je sais pas, il y a bien des mutuelles, des trucs qui existent. Et en fait, juste la question de la prévention de sa santé, faire attention, prendre soin de soi, c'est un vrai sujet pour des millions de personnes. Alors, on a rembobbiné un peu tout à l'heure, tu nous as expliqué que c'était né en 2014, donc sous l'impulsion de François Hollande. Entre 2014 et aujourd'hui 2026, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et à plein d'égards. En 2014, qu'est-ce qu'on cherchait à résoudre et qu'est-ce qui a changé justement depuis ?
En 2014, quand le projet naît dans l'État, l'idée, c'est vraiment de se dire l'État ne peut pas tout. On a souvent cette fausse croyance que l'État doit tout à tous les niveaux pour tout le monde. Surtout en France. Surtout en France, bien sûr. Alors que non, l'État peut se reposer sur la société civile, les corps intermédiaires, l'engagement des citoyens aussi, pour tout un tas de choses. Et là, en l'occurrence, c'était de se dire, OK, l'État ne peut pas identifier toutes ces innovations sociales. On est sur un territoire qui n'est pas si grand, mais quand même, il y a des territoires ruraux, des territoires ultramarins, des territoires plus urbains, évidemment. Et donc, l'État ne peut pas aller détecter tout ça. Et puis surtout, il ne peut pas forcément avoir toutes ces bonnes idées, puisque là, on parle de milliers de citoyens qui sont créatifs, qui ont envie de changer les choses. Et donc là, c'est vraiment de se dire, l'État va venir faire le dernier kilomètre pour aller sur les territoires, ou le premier kilomètre vu de la personne qui porte le projet. Et puis, ça a évidemment évolué, ça a bougé. Comme j'ai dit, c'est devenu une fondation reconnue d'utilité publique. L'idée, c'était de vraiment poursuivre le projet initial. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup plus d'entreprises qui sont engagées autour de ce sujet. Des entreprises qui ont parfois aussi leur fondation d'entreprise, donc ça vient en complément de ce qu'elles font par ailleurs dans leur compagnie. Et le projet n'a pas bougé à cet égard. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a 219 structures qui ont été accompagnées sur tous les territoires dont je parlais, sur tout un tas de thématiques éducatives, de santé, mais aussi de transition écologique, d'accès au logement, d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Enfin voilà, c'est vraiment très varié et je trouve aujourd'hui, c'est ça qui fait la force de La France s'engage, c'est ces 219 lauréats et ces entreprises qui les soutiennent. Une belle communauté, en tout cas, 219. Absolument. Alors, si on rentre concrètement, comment vous les accompagnez? Comment ça se passe là? Imaginons, quelqu'un nous écoute dans le sud de la France et se dit, tiens, mais est-ce que moi, je pourrais y participer? Comment ça fonctionne? Alors déjà, pour être sélectionné, on organise, nous, un concours annuel. Donc, c'est un appel à projet assez classique. On vient de terminer, là, on vient de clôturer l'appel à projet 2026. On n'a pas encore annoncé les chiffres, mais on sera en dessous de 500 dossiers reçus. C'est toujours à peu près, on est entre 400 et 500 dossiers reçus. Donc, ce sont des projets d'innovation sociale qui ont déjà fait leurs preuves. Il faut quand même déjà avoir lancé son projet, avoir l'idée et l'envie de le changer d'échelle, de le passer à l'échelle. Quand tu dis faire les preuves, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de chiffre d'affaires, il y a un minimum de traction. Quels sont les KPI un petit peu On est assez flexible. Okay. En vrai, l'idée, c'est de pouvoir... On ne veut pas passer à côté d'une bonne idée. C'est ça, de la pépite. Ouais, exactement. Mais qui n'aurait pas encore tous les outils, d'où l'accompagnement. D'accord. Donc, les indicateurs, c'est des premières intuitions sur le terrain, des premiers retours des bénéficiaires accompagnés, en disant on sent que ça fonctionne, on sent que ça apporte quelque chose en plus. En général, les dispositifs d'innovation sociale, ils viennent en complément de ce qui existe déjà, d'un dispositif public, d'un projet privé, etc. Donc, c'est un maillon de la chaîne en plus. Et donc, le porteur de projet va se dire, j'ai l'impression que ça fonctionne, je pense que je pourrais toucher plus de personnes, mais j'ai besoin d'accompagnement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il vient frapper à la porte de La France s'engage en disant, OK, moi, je sais accompagner mes bénéficiaires. Ça, c'est pas vous qui allez me l'apprendre. Mais moi, j'ai besoin de soutien pour que ma structure soit robuste, pour être sûr que ma marque est bien protégée, que juridiquement, c'est solide. Vous allez m'aider à mesurer mon impact, justement, pour que je puisse vraiment faire la preuve de cet impact et communiquer, notamment aux financeurs, on ne va pas se mentir, c'est souvent utile dans un premier temps pour les financeurs, pour la communication. On peut aider aussi sur du plaidoyer, par exemple. Il y a tout un tas de porteurs de projets qui ont aussi envie de porter leur voix plus haut au niveau de la puissance publique, de l'État, des décideurs, pour montrer que ça fonctionne et que il faudrait, par exemple, changer la loi, plus de moyens, etc. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de dimensions qui ne sont pas prévues légalement. Et j'imagine qu'il peut y avoir du lobbying, peut-être quelquefois, une sorte de lobbying, une forme de lobbying, pour faire évoluer les sujets. Tout à fait. On a des projets qui s'adressent à des publics qui sont très vulnérables, mais qui ne sont pas pris en compte par l'État aujourd'hui. Et par toutes les exceptions qui peuvent exister. Exactement. Et c'est vrai que, par exemple, je pense au projet Solentiel qui accompagne des femmes qui sont dans des réseaux de traite humaine, donc qui sont en situation de prostitution, qui sont arrivées illégalement sur le territoire,
mais qui ont envie de s'en sortir, qui n'ont plus envie de se prostituer et de payer un passeur pendant les 50 prochaines années. Et ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ces femmes ont envie de s'en sortir, mais elles n'ont pas de papier, donc elles ne peuvent pas avoir de travail, elles ne peuvent pas avoir de logement, elles ont pas de compte en banque, pas de compte en banque, pas de numéro de sécu, etc. Et donc là, tu as des dispositifs qui existent, qui permettent de contourner, d'expérimenter à une petite échelle. Et donc, tu vas avoir des exceptions qui peuvent être faites. Je pense à des projets aussi... sur la fin de vie, par exemple, ou sur la santé de manière générale. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expérimenter en montrant que des dispositifs, notamment de prévention, d'accompagnement, ne sont évidemment pas curatifs, mais vont participer de la guérison ou de l'accompagnement médical d'un patient. Et donc ça, il y a tout un tas de projets qui sont accompagnés dans un dispositif public qui s'appelle l'article 51. Et donc, c'est typiquement de l'expérimentation qui est prouvé, dont l'efficacité est prouvée et qui ensuite va devenir un dispositif public. Et alors j'imagine qu'il n'y a pas un portrait robot type du porteur de projet dans La France s'engage. Non, il n'y a pas de profil type, mais il y a quand même des points communs. Ouais. Peut-être, dans le monde anglo-saxon, on va souvent parler de social business. Les porteurs de projet de La France s'engage, c'est pas des social entrepreneurs. Ils n'ont pas ce profil-là. C'est pas des gens qui ont déjà monté une asso, une boîte, un projet. C'est souvent, comme je le disais tout à l'heure, des hommes et des femmes qui ont eux-mêmes été touchés par une cause, qui les a marqués, choqués, et qui vont vouloir partager avec d'autres, qui ont voulu trouver une solution, qui ne l'ont pas trouvée, et qui se sont dit, attends, moi je vais inventer un truc, ça va marcher. Et voilà. Et donc, ce qui fait que nous, dans la communauté de La France s'engage, je disais, on a une pharmacienne, mais on a aussi un ancien joueur de basket, une infirmière, un réalisateur, un metteur en scène, un ancien prof, un avocat, une infirmière anesthésiste. En fait, on a des profils hyper différents. Donc, c'est des gens supra-engagés, vraiment qui croient en leur projet. C'est leur bébé, vraiment. Mais ça, c'est vraiment le point commun avec l'état d'esprit entrepreneurial. Mais qui ont aucune idée de ce que c'est un business plan, un budget prévisionnel, des KPI. Voilà, ils montent le projet et ensuite ils voient comment ça se passe. Ils ont besoin de cet accompagnement. Et donc depuis 2014, ça va faire 12 ans, il y a des espèces de mentoring entre les premiers lauréats et les promos d'après. Comment ça se passe dans les liens des différentes promos ? On a, depuis quelques années, rassembler cette communauté. Ouais. Au début, il y avait un peu les lauréats programme gouvernemental, les lauréats de la fondation. Et nous, on a essayé d'en refaire quand même une grande famille en se disant qu'ils avaient tous des points communs. Donc, certains sont devenus très, très gros. Mais en fait, on s'aperçoit surtout que tout le monde a toujours les mêmes problématiques. T'es jamais arrivé au sommet en disant c'est bon, je me repose. Maintenant, je vais pouvoir expliquer à tout le monde comment il faut faire pour réussir. En fait, les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne, ils ont tous toujours les mêmes sujets de gestion d'équipe, de levée de fonds, qui est quand même le sujet principal. Il n'y a pas un modèle économique unique qui existe dans le milieu associatif. C'est une vraie différence, je pense, avec l'entrepreneuriat plus classique. Toujours aller chercher des sous, un engagement énorme, humain, de la part de ces porteurs de projets. Donc en fait, on organise pas mal d'échanges de pair à pair, mais c'est pas tant du mentorat, c'est plus on partage nos réalités toujours entre porteurs de projets. C'est quoi selon toi le mythe le plus dangereux sur scaling des ESS ? Oh, waouh. La question piège. Non, mais les choses que tu entends et où tu te dis, waouh, non, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Du côté financeur, on peut avoir un peu le tort de penser que, OK, on met de l'argent sur la table et maintenant, il n'y a plus qu'à. Les porteurs de projets qu'on accompagne, ils accompagnent souvent des publics très vulnérables. Je parlais de travailleurs qui sont atteints d'un cancer, je parle de femmes en situation de prostitution, etc. Donc, on parle de personnes qui sont dans des situations humaines complexes et évidemment, il faut de l'argent pour les accompagner, mais il faut aussi beaucoup de temps. Et donc, on a souvent cette croyance que même en mettant beaucoup d'argent, ça va aller super vite, etc. Et moi, ça fait un peu longtemps que je suis dans le secteur, mais quand j'étais bénévole auprès de femmes réfugiées,
dans le monde de la tech, j'avais entendu un financeur qui avait mis effectivement beaucoup d'argent, presque 1 million d'euros sur la table, qui après 6 mois dit « Je comprends pas, elle parle toujours pas français ». Et en fait, je disais « Mais en fait, je te propose de quitter ta famille, d'aller à pied au Pakistan. Et puis on en reparle dans 6 mois si tu es inséré socialement et professionnellement comme tu l'es en France aujourd'hui. » Et en fait, au bout de 6 mois, évidemment, tu parles pas français. Évidemment, t'es pas devenu avocat. Enfin, en fait, il y a des gens qui étaient déjà en situation d'illettrisme dans leur pays, qui n'ont jamais fait d'études, qui ont quitté leur pays. Quasiment 100% des femmes en situation d'exil sont violées. Donc, en fait, on est dans des situations qui nécessitent beaucoup de temps pour se reconstruire, pour reprendre de la confiance en soi. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la bataille du temps qui se joue beaucoup dans le passage à l'échelle. Et justement, est-ce que vous avez aussi ce rôle, d'évangéliser sur ce sujet par rapport aux financeurs, aux entreprises, aux entrepreneurs, parce qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent qui disent bah ouais tiens c'est vrai, moi pourquoi je ne m'investirais pas dans une cause à côté de ma boîte, etc. Et justement c'est toujours intéressant d'entendre la parole de l'entrepreneur qui va s'investir dans une cause et les porteurs de projets de la cause. Parce qu'on ne parle pas forcément le même langage, on n'a pas la même grammaire, on n'a pas le même tempo, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, ce travail d'évangélisation, il se fait comment ? J'ai mon petit bâton de pèlerin, mais des deux côtés. Ne caricaturons pas non plus, il n'y a pas les gentils associations, puis les méchants financeurs qui mettent la pression. Honnêtement, il y a vraiment deux chemins qui peuvent se rencontrer. Et effectivement, moi, je passe pas mal de temps. On a monté une coalition philanthropique en juillet avec Damien, un peu informelle avec des financeurs, de la Fondation Familia, de la Fondation Abritante, des fondations d'entreprises, etc. pour aussi mutualiser, se dire qu'est-ce qu'on a en commun, quelle est notre analyse de la situation actuelle. Enfin, on va évidemment revenir sur le contexte de financement dur pour les assos aujourd'hui. Et donc, on se dit, quelles sont les bonnes pratiques ? Et donc, les assos, par exemple, elles aiment que les financements ils soient pluriannuels, qu'elles aient pas tous les 6 mois à faire un reporting pour l'année suivante et que ça soit la course sans fin au financement. Elles aiment que les financements soient non fléchés. Ça, c'est vraiment un sujet qui est pas du tout compris du grand public. Il y a eu une émission il y a quelques mois qui dit les citoyens donnent de l'argent, mais ils savent pas ce que l'argent devient parce que on n'est pas sûr qu'il soit fléché sur les publics bénéficiaires finaux. Et donc, évidemment, on a ce truc, cette pensée de je donne de l'argent et ça va à ce petit enfant qui va se retrouver sur la plaquette à la fin en disant oui, il a reçu un cartable, il a été à l'école grâce à moi, je l'ai parrainé, je l'ai marrainé, etc. Ça, c'est de la com. Sauf que pour faire marcher tout pour ça... Pour faire tourner la boutique, en fait, il y a des locaux, il y a des frais fixes, il y a des salaires à payer. Moi, je suis heureuse de savoir que dans les très grandes ONG, comme dans les plus petites associations, tu as un directeur financier qui gère les dons, l'argent qui est reçu, et qui fait ça à temps plein et pas seulement le dimanche quand il a le temps. Ouais. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment la partie la plus difficile à expliquer en disant aujourd'hui, dans le monde associatif, il y a des salariés, il y a des équipes, il y a des gens compétents qui travaillent beaucoup par ailleurs, comme les autres, mais qui travaillent beaucoup. Et donc, ce sont des boîtes comme les autres. Enfin, une association, c'est du droit privé. C'est pas... Ça, souvent, on oublie. On oublie totalement. On pense que c'est 100% public, que c'est 100% financé par l'État ou les collectivités locales. Et donc, on oublie ça. Et donc ça, c'est vrai que c'est un gros sujet qu'on essaye de porter parce que les donateurs, effectivement, ils aiment bien savoir que tu as financé le don de 15 livres, 3 kits d'hygiène, etc. Sauf que, en fait, ça se passe pas comme ça. Cet argent, en général, il sert à financer un bout de salaire, ton abonnement Internet. Voilà, et ça, c'est la réalité, mais c'est pas grave. C'est moins glamour, effectivement, en termes de communication. Mais on en a besoin. Mais c'est la réalité. Et ensuite, on est aussi, au-delà de mon petit bâton de pèlerin, je pense qu'on est une forme de décodeur entre ces deux mondes. Nous, on est vraiment entre les deux. Du côté associatif, évidemment, les directeurs, les directrices nous disent « Oui, vous nous mettez trop de pression, il faut toujours faire des reportings, ça n'en finit plus les rapports d'impact. Et puis, pour avoir 3 francs 6 sous, il faut écrire un dossier long comme le bras. Donc, on y passe un temps fou, on n'est plus sur le terrain, etc. »
j'entends. Mais je comprends aussi, je leur dis aussi, comprenez quand même que les gens ont besoin de savoir ce que vous faites de leur argent à minima. Ouais. On vous demande pas de flécher chaque euro, mais bon, on veut juste savoir, est-ce que l'action a eu lieu ? Oui, non. Est-ce qu'elle s'est bien passée ? Oui, non. Et un devoir de transparence pour créer aussi l'engagement, la confiance et faire en sorte que de nouveaux contributeurs. Exactement. Et ensuite, on peut se mettre d'accord sur ce langage commun. C'est quoi les indicateurs qu'on va suivre ? Est-ce qu'on est obligé pour 5 000 € de dons de te faire un reporting avec 150 KPI ? Je ne pense pas. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un petit chemin à faire là-dessus, mais il est absolument nécessaire si on veut aussi mobiliser plus de donateurs, plus de philanthropes, plus de mécènes et que les associations continuent d'avoir un impact sur le terrain. Tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait récemment eu une émission. Là, on parle des financeurs, des associations, mais tout ça dans cet écosystème, il y a les médias. Alors, il y a différents types de médias, mais on va dire le média traditionnel, il joue le jeu de faire cette évangélisation, d'expliquer comment fonctionne une asso, pourquoi en fait il faut ces dons, etc. Selon toi, où on est encore loin de ça ? On est super loin. On est super loin, et puis nous, on aimerait, tu vois, qu'il y ait un média qui parle de toutes ces solutions qui existent. Je veux dire, aujourd'hui, soit tu fais l'autruche et tu te dis, je vais pas du tout lire les infos parce que de toute façon, si je me réveille dans 3 semaines, en fait, ce sera toujours le même bazar. Soit tu regardes et tu te dis, mais en fait, il y a rien qui va. Alors, la situation est évidemment complexe et je vais pas du tout rentrer dans une analyse géopolitique internationale. C'est pas du tout mes compétences ni mon rôle. Mais il s'avère quand même qu'il y a des gens qui se bougent, qui ont des bonnes idées, qui sont optimistes, qui sont engagés, qui trouvent des solutions, et des gens qui veulent bien financer. Je veux dire, il y a quand même de l'argent en France aussi. Il y a des gens qui veulent bien soutenir ces projets. Donc, tout n'est pas non plus noir. Mais c'est vrai que on n'en parle pas assez dans les médias de ces belles solutions, de ces projets qui donnent quand même un peu d'optimisme. Oui, c'est Audrey Azoulay, qui est la récente présidente de la Fondation La France s'engage, qui disait que qu'ils soient bénévoles, salariés ou donateurs, ils sont les piliers de notre cohésion sociale et démontrent que notre pays n'est ni tout à fait déchiré, ni tout à fait épuisé. Et ça fait du bien lire en cette période. Bien sûr. Non, mais nous, on est hyper heureux de bosser à La France s'engage. Tu vois, tous les jours, on rencontre des gens qui sont engagés, qui ont envie de changer le monde, même à une petite échelle. Tu vois, il y a évidemment des doux rêveurs dans l'équipe, mais il y a aussi des gens très pragmatiques qui se disent, voilà, comment on peut concrètement accompagner tel ou tel sujet. Et puis, du côté entreprise, sur lesquels on tape aussi quand même beaucoup. En ce moment, c'est pas non plus simple. Il y a aussi des entreprises, des collaborateurs dans ces entreprises et des dirigeants qui ont envie de s'engager sincèrement pour l'intérêt général, que ça soit par la voie du mécénat en donnant de l'argent, mais aussi en engageant leurs collaborateurs. Donc, non, il y a quand même des dynamiques positives. Et puis, nous, on voit ça d'un échelon très macro, très national, très parisien, par ailleurs. Oui. Mais on peut aussi redescendre de quelques échelons territoriaux et aller regarder dans des villages ce qui se passe, dans des petites communes, dans certains quartiers. Il se passe plein de trucs. Les Français sont très dynamiques et très engagés. Donc restons positifs. Ouais, quand même. Alors, sujet peut-être un peu moins positif, c'est les financements. Ouais. Depuis quelques mois, avec une situation politique, géopolitique complexe, les financements se raréfient. Comment on fait dans ces cas-là ? Comment on continue de leur donner cet optimisme à ces associations ? On se met sous la couette et on attend que ça se passe. Non, bon, on va pas se mentir. Côté financement public, que ça soit nationaux, locaux et même européens, ça diminue. Il y a quand même ça diminue et je pense que la grande difficulté pour les associations aujourd'hui, c'est plutôt cette espèce de flou. Je pense que tout le monde préférait savoir que jusqu'en 2036, il n'y a plus d'argent public, tu vois, pour les assos. Au moins, tu te dis, j'attends plus rien de la puissance publique. Là, c'est pas complètement vrai. Donc, on te dit, il faut attendre, on va voir, est-ce qu'il y a un reliquat de budget ? Donc, des fois, en novembre, on te dit, mais en fait, on a un peu d'argent, mais est-ce que vous avez mené l'action ? Et on te dit, non, j'ai pas mené l'action puisque j'avais pas de sous pour le faire. Donc, et là, on est bientôt l'année prochaine, donc ça marche pas. Donc, je trouve que c'est ce flou-là qui est très difficile à gérer. Parfois, quand même, dans l'administration publique aussi, un manque de connaissances sur le fonctionnement des assos. C'est lunaire de devoir attendre de la trésorerie pendant des mois
Les fonds européens, c'est super. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est de l'avance de trésorerie que doivent faire les associations. Nous, on avait un lauréat qui, en fin d'année dernière, attendait 13 millions de fonds européens. Ça veut dire cet asso a avancé 13 millions, que l'action a été menée, qu'elle a été reconnue, qu'elle a été évaluée, mais que les 13 millions sont toujours pas sur son compte. Et donc, à un moment donné, il faut verser cet argent. Enfin, je veux dire, c'est de la maltraitance envers les assos. Et qui fait le tampon pendant ce temps-là, pour ces 13 millions ? Il y a nous, des banques et vous les banques. Écoute, nous, on a, lors de notre assemblée des lauréats en novembre dernier, rassemblé nos lauréats autour de la thématique du financement. Et on a fait venir tous les acteurs du financement. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez des banques qui, aujourd'hui, ont un rôle à jouer dans cette période. Et plus ou moins curieusement, les lauréats ont appris qu'ils pouvaient négocier des choses avec leur banque. Mais parfois, ils ne sont pas dans la bonne banque. Je ne vais pas faire la pub de banque, c'est pas ça le sujet. C'est plutôt dans la bonne agence. En fait, certains ont monté leur asso. Comme je disais, ils ont eu une idée. Ils se sont dit, je vais déposer mes statuts à la préf et je vais ouvrir un compte en banque à l'agence du coin. Ouais, au coin de la rue. Sauf que les banques de détail ne sont pas du tout faites pour accompagner les assos. Elles ne connaissent pas ce fonctionnement-là. Et donc, certains, on leur a dit, mais en fait, appelez les agences qui sont dédiées à l'accompagnement associatif et vous allez pouvoir négocier du découvert. Vous allez peut-être pouvoir avoir un prêt avantageux. En fait, votre banquier peut être un allié. Alors, c'est pas... en ce moment, personne ne dit ça. Mais vraiment, on leur a dit, appelez votre banque. Et si vous n'avez pas le bon banquier, on peut vous faire des suggestions. Il y a tout un tas de banques qui sont très engagées sur le sujet. Le but n'est pas du tout de classer et de dire celle-ci est meilleure qu'une autre, mais toutes les banques ont des accompagnements dédiés. Et donc ça, il ne faut pas hésiter. Mais c'est vrai que souvent, les banquiers nous disent les assos viennent nous voir trop tard. Ouais. Forcément, quand tu es en cessation de paiement, quand tu dois 50 000 € à l'URSSAF, c'est trop tard. Personne ne va te payer et va te prêter de l'argent pour que tu payes tes charges. Donc, voilà. Mais c'est toute cette sensibilisation-là qu'on fait aussi dans notre écosystème parce que c'est totalement méconnu. Et donc, certains serrent les dents, mais le gros sujet du financement aujourd'hui, il est surtout sur la trésorerie. Ouais. C'est pas tant les fonds qui doivent tomber, c'est vraiment, tu as des assos, elles ont de la trésor à 2 semaines, 3 semaines. Donc, elles ne savent pas comment elles payent les salaires du mois suivant. Et c'est ça qui les met en difficulté. Mais dans le monde du business classique, tu as des boîtes qui sont rentables, mais qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'ont plus de trésor. Et c'est typiquement le même sujet. Sauf que là, c'est pas c'est pas des clients, c'est des financeurs qui doivent te verser de l'argent et qui parfois tardent à le faire. On va repasser sur un sujet un peu plus joyeux avec une prochaine question surprise. Vous avez un message. Bonjour Enora, alors je suis à la fois ravie et très surprise que tu m'aies désignée pour te poser une question indiscrète. Alors je vais te poser celle que je te pose tout le temps sans que tu veuilles jamais y répondre. Qui est ton chouchou lauréat de La France s'engage ? T'as le droit d'en dire 2 si t'es vraiment embêté. Voilà. Tu peux me dire qui c'est ? C'est Ma, de BNP Paribas, qui est un des membres fondateurs de La France s'engage. Et on travaille très très bien avec Ma, puisqu'elle accompagne sur la partie impact des assos, pas mal d'assos qui sont passés par chez nous aussi. Donc on se connaît bien. Alors, t'es 2 chouchous ? Impossible de répondre. Non, peut-être pas chouchous, mais ceux qui t'ont peut-être le plus marqué. Il y a des personnalités qui nous marquent, forcément. Ou des histoires. Il y a des histoires. Enfin, tu vois, je te parlais du profil type tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a des histoires qui sont incroyables. Moi, Danielle Decker, dont je te parlais tout à l'heure, c'est pas le profil que t'attends. C'est une Marseillaise de 70 ans qui a monté une asso à 60 ans. Et vraiment, elle détonne de manière générale, mais aussi dans notre secteur. Et donc, moi, son histoire, des fois, elle est chiante, tu vois, elle est chiante. Mais je l'adore parce que je me dis, on a aussi besoin de toutes ces énergies, de ces gens qui sont engagés. Elle fait du bénévolat à Marseille auprès de personnes âgées. Enfin, elle est géniale.
Elle est chiante, mais elle est géniale. J'espère qu'elle m'entendra. Après, il y en a vraiment qui se battent aussi pour des sujets, enfin, Daniel, c'est son cas, mais des sujets perso, tu vois. Donc, tous ceux qui sont notamment passés par la maladie, la mort, enfin, je trouve qu'il y a une force qu'ils vont puiser aussi en eux et qui est quand même communicative et qui est hyper positive. Donc, ça, vraiment, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et puis, il y a des projets que j'adore. Enfin, après, il y a des projets mais franchement, il y en a tellement plein, impossible de... Mais comme ça, tu nous fais une petite sélection, tu nous racontes, parce que je pense que ça intéresse, parce que je pense que les gens qui nous écoutent n'ont pas la moindre idée que ça existe, en fait, quelque part en France, que quelqu'un a eu cette idée-là. Et peut-être qu'en écoutant, on va se dire, tiens, mais c'est génial. Moi, en fait, oui, j'avais cette problématique-là où je connais quelqu'un qui... Donc, Ouais, c'est vrai, c'est marrant, on en discutait avec François Hollande l'autre jour quand on est allé visiter une asso à Montreuil. Et c'est vrai que on essayait d'expliquer à l'association comment les projets étaient notés, par qui ils étaient évalués, etc. Et en fait, nous, les projets, c'est pas l'équipe de la France Engage qui les note, qui les évalue. Ce sont des collaborateurs des entreprises partenaires, des anciens lauréats, des citoyens engagés, etc. Donc, en vrai, monsieur et madame tout le monde, finalement. Ensuite, ils sont évidemment formés à nos critères, etc. Mais ça peut être n'importe qui. Et c'est vrai que François Hollande disait, finalement, les évaluateurs, quand ils vont lire votre projet, ils vont se dire « Ah mais oui, c'est malin ». Et moi-même, j'aurais pu être concernée. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a des choses... dans les derniers projets là qu'on a soutenus, il y a un projet qui est rigolo. On l'adore, il s'appelle Solivette. C'est un projet qui a été monté par un vétérinaire. Donc, tu vois, encore une fois, pas le profil entrepreneur social du tout. Théo, qui, du coup, a décidé de s'occuper des chiens des personnes sans abri à la rue. Déjà parce que, évidemment, ces personnes n'ont pas les moyens de s'occuper, de prodiguer des soins à leurs animaux. Et puis, en plus, quand tu dois faire tes démarches administratives, tu ne peux pas rentrer dans la mairie ou à France Travail avec ton chien. Donc, du coup, ils s'occupent aussi des chiens pendant que les gens font leur démarche. Et puis, ils ont poussé le concept un peu plus loin en disant OK, mais en fait, ces personnes, on peut aussi peut-être les aider à se réinsérer via les métiers vétérinaires, etc. Et donc, belle histoire, tu vois, hyper chouette. Alors, je fais toujours la blague, sujet de niche, mais oui, mais qui hyper malin. C'est un vrai sujet. Parce que c'est vrai qu'ils ne peuvent pas entrer dans les administrations avec leurs chiens. Qu'est-ce qu'ils en font en ce moment-là oui, c'est un vrai sujet. Exactement. Et puis après, tu as plein de sujets. Alors, c'est beaucoup sorti au moment du Covid, toutes les questions de santé mentale. C'est d'ailleurs la grande cause 2025 et 2026. Oui. Notamment chez les jeunes. Et donc là, c'est vrai qu'il y a tout un tas de dispositifs qui permettent aussi aux jeunes de se parler entre pairs. Donc ça marche beaucoup. Je pense à Nightline, qui est un projet plutôt pour les étudiants. Donc ce sont des étudiants qui écoutent d'autres étudiants. Donc ça, c'est top. Le projet de la pause brindille, qui vient de Lyon, qui là va accompagner, et ça c'est pareil, tu vois, des chiffres qu'on ne connaît pas du tout, qui vont accompagner des enfants, des jeunes qui sont aidants familiaux. Et donc ça, on dit que c'est, je crois, 1 million de jeunes en France qui s'occupent d'un frère ou d'une sœur, d'un parent pour des situations de handicap, de maladie, etc. Et donc ça a un impact énorme sur la santé mentale de ces jeunes, puisqu'évidemment, ils ont une charge émotionnelle et mentale de dingo alors qu'ils sont encore très jeunes. Ça a évidemment une incidence sur leur scolarité, sur leur capacité à se sociabiliser, puisqu'en fait, ils vont être toujours en famille. Et donc, Axel a monté ce projet qui s'appelle La Pause Brindille et qui prend soin de ces jeunes qui prennent soin des autres, du coup. Voilà, tu as des très beaux projets comme ça. Enfin, moi, je suis intarissable sur... On aurait pu faire une émission que sur tous ces beaux projets. Sur les 219, bien sûr, tu peux m'interroger. Je suis incollable sur les 219. C'est quoi aujourd'hui l'engagement de François Hollande dans La France s'engage, justement ? Écoute, il y a sa philosophie quand même. Enfin, il y a le projet qu'il a porté. C'est un projet d'envergure présidentielle. On peut en dire ce qu'on veut. Ça pèse. Voilà, c'est quand même un ancien président de la République qui a décidé de monter un projet pour aider les personnes les plus vulnérables. Donc ça reste, c'est son ADN. Aujourd'hui, il a d'autres activités. Il est toujours au conseil d'administration. Mais le but, c'est quand même vraiment de garder aussi l'ADN de départ, son ambition. Qui est de mettre tout le monde autour de la table pour l'innovation sociale.
il y a un terme sous-jacent en fait à tout ce dont on parle, c'est la philanthropie. Et je pense que c'est un terme qui est un peu méconnu. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'on y met derrière. C'est quoi, toi, ta définition de la philanthropie ? Ouais, c'est vrai que la philanthropie, ça, je pense que ça fait beaucoup plus écho dans le monde anglo-saxon. Parce que on a de grandes fondations qui sont connues, qui ont été créées par des hommes d'affaires. On pense à la fondation Gates, soit par un ancien président, la fondation Obama. Donc, c'est vrai que tu as ce genre d'institutions qui sont très, très connues, notamment aux US, évidemment. En France, c'est plus confidentiel. Donc, la philanthropie, ça revêt différentes réalités. Tu as des fondations d'entreprises qui sont un dispositif particulier. Tu as des philanthropes qui peuvent aussi créer leur propre fondation. Donc, tu en as certaines, tu vois, la fondation Bettencourt, qui n'est pas adossée à L'Oréal, mais qui est une fondation familiale, la fondation Bellon, qui n'est pas adossée à la fondation Sodexo. Donc, ce sont des fondations familiales qui vont soutenir des projets. Et puis, tu as tout un tas de citoyens un peu moins connus, on va dire, qui peuvent aussi monter leur fonds de dotation, leur fondation, avec leurs enfants, avec leur famille. Et soutenir des projets. Donc, c'est très large, en fait. Et c'est assez méconnu et assez peu valorisé en France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour le rendre plus visible en France ? Je pense que, déjà, pour inciter aussi à donner, moi, c'est mon grand combat de l'année, c'est de pouvoir mieux valoriser toutes les causes qui sont défendues. Tu disais tout à l'heure, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, ils ne savent pas que ces projets existent. Parce que c'est vrai que déjà, parce que des fois on n'y a pas pensé, parce qu'on se dit aussi que c'est peut-être déjà pris en charge par la puissance publique. Et donc, moi j'aimerais bien, voilà aussi, on parle de médias, tu vois, qu'il y ait une plateforme qui permette de valoriser aussi toutes ces actions qui sont menées auprès de ces différents publics, tu vois. Aujourd'hui, le public sans abri, c'est quoi sa réalité, tu vois ? Quels sont les biais et les préjugés qu'on a, nous, en tant que citoyens lambda, sur ces personnes qu'on croise quand même tous les jours. On fait quand même semblant de pas voir, mais qui sont quand même au pied de nos immeubles. Quelles sont les actions que mènent les associations, par exemple, pour les aider, tu vois ? Est-ce qu'évidemment, il y a des dons de vêtements, des dons de nourriture, de la mise à l'abri, mais aussi des activités communautaires. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui existent et personne ne le sait. En se disant, bah voilà, ok, j'aimerais bien aider, je vois toujours les mêmes sans-abri en bas de chez moi, comment je peux faire, tu vois ? Et donc ça, il y a des applis qui existent, des solutions numériques qui ont été créées, par exemple avec Entourage, mais aussi l'association La Cloche, qui accompagne... à l'échelle d'un quartier, les citoyens, mais avec les personnes qui sont en situation de rue. Ça peut être la même chose sur je sais pas, les personnes en situation de handicap, par exemple. Tu vois, quelles sont leurs réalités aujourd'hui, quels sont les dispositifs publics qui existent. On a quand même souvent l'impression que tout est pris en charge par l'État, alors que non, pas du tout. Tu vois, on a une asso qui s'appelle Streetco, qui a fait une appli qui permet, c'est une espèce de GPS, mais qui permet de signaler les obstacles. Donc en fait, comme Waze, tu vas dire, là il y a la police, là il y a un accident, il y a un truc. Là tu vas dire, là telle rue, il y a une poubelle au milieu du machin. Là ils sont en train de creuser un trou au milieu du trottoir. Là tu vas pas pouvoir traverser, etc. Tu vois. Et donc il y a plein de choses qui existent. Et moi je suis sûre qu'il y a énormément de citoyens qui pourraient se dire, bah tiens, j'ai envie de donner à cette cause. Ça me parle. Il y a plein de causes qui sont très connues, qui sont ultra médiatisées, et évidemment qu'il faut continuer de soutenir. Mais si tu n'es pas sensible à cette cause, bah, tu ne sais pas forcément Bien sûr. où donner. Et donc, je pense qu'il y a un peu ce sujet-là qui revient à la question de la médiatisation aussi de ces projets. Tous ces projets. Et de mieux communiquer sur ce qu'est la philanthropie. Exactement. Qu'est-ce qui, selon toi, tu sais, on dit, alors je vais faire le parallèle avec le monde de la tech. Depuis quelques mois, si tu n'as pas le mot IA dans ton pitch, t'es difficilement finançable. Avant, c'était la blockchain. Avant, voilà, il y a des modes comme ça. Est-ce qu'il y a certaines causes qui deviennent plus finançables que d'autres et comment on protège ce qui est essentiel, mais peut-être moins sexy ? Ouais, il y a surtout des causes qui sont moins financées aujourd'hui, parce que politiquement... compliqué, donc on ne va pas y aller par quatre chemins. Les femmes, les projets, notamment des femmes victimes de violences,
c'est des projets qui sont moins financés. Les projets qui soutiennent les populations en situation d'exil, qui sont beaucoup moins financés. Et donc tout ça, évidemment, derrière, il y a des projets politiques qui se confrontent, des visions de société qui ne sont pas du tout les mêmes. Les projets, évidemment, de la transition écologique, mine de rien, on en a moins parlé parce que c'est vrai qu'il y a un aspect très impact social dans la France s'engage, mais il y a aussi, on soutient quand même des projets qui ont un impact aussi environnemental. Et c'est vrai que typiquement, ces 3 thématiques aujourd'hui sont quand même en danger. Si on continue pas d'être attentif, ces sujets-là vont être beaucoup, beaucoup moins financés dans les mois et dans les années à venir. Avec un gros pas en arrière. Oui, par bien rapport sûr. à ce qui avait été Absolument. engagé, ce qui était fait. Oui, ce qui a été annoncé, ce qui était... bien sûr. Il y a une forme de recul, évidemment, qu'on observe. Et ensuite, moi, ça m'arrive d'entendre, notamment dans le secteur éducatif, tu vois, qui est, moi, une grande cause pour laquelle je suis engagée depuis très, très longtemps, depuis mes jeunes années. L'égalité des chances, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est complètement galvaudé. Tu te dis oui, non mais ça va, il y a plein de projets qui existent, il y a du mentorat, il y a plein d'assos dans les quartiers, etc. Oui, mais enfin ces assos, elles existent que si elles continuent d'être financées, parce qu'elles créent du lien social, de la cohésion sociale, elles font de l'aide aux devoirs, elles vont permettre à des jeunes de faire du sport. C'est essentiel pour l'égalité des chances. Il s'avère qu'il y a quand même tous les ans à la rentrée des élèves qui n'ont pas de prof devant eux. Enfin, je veux dire, donc, et là je pense au projet dont Damien était le directeur général avant d'arriver à La France s'engage, qui s'appelle Le choix de l'école, qui va accompagner des jeunes diplômés, mais d'ailleurs jeunes et plus ou moins jeunes, diplômés de grandes écoles, donc des gens qui ont comme globalement des masters et qui veulent se reconvertir et devenir profs. Et qui vont être profs dans des lycées et dans des collèges en quartier très populaires, en REP, REP+. Et donc, ils vont être d'abord contractuels et ensuite potentiellement titularisés. Mais au lieu de les envoyer au casse-pipe sans aucune formation dans des classes qui sont quand même pas forcément simples à gérer, en fait, toutes ces personnes-là vont être accompagnées à gérer une classe, à la pédagogie, etc. Et donc, tout le monde dit, c'est le rôle de l'éducation nationale. Ok, mais force est de constater que ce rôle n'est pas complètement joué, que chaque année, il y a des élèves qui n'ont pas d'enseignants à la rentrée. Donc, qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Voilà. Et donc, en fait, il faut rester vigilant. Il faut garder les chakras ouverts, continuer d'observer ce qui se passe, être attentif à tous ces petits signaux faibles, mais qui sont parfois aussi des grands red flags, en disant non, mais en fait, c'est pas du tout gagné. Et il n'y a aucune cause sociale qui est acquise et qui est réglée définitivement. Alors, le droit des femmes, évidemment, c'est souvent celui dont on parle le plus, mais c'est évident, mais c'est vrai pour plein d'autres causes. Sur les questions des personnes en situation de handicap, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de posts sur ça en disant les JO de Paris, notamment avec les Paralympiques, nous avaient donné beaucoup d'espoir. Ok, mais quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'il en reste ? Tout le monde sait, on était tous émus de voir des athlètes aux performances incroyables aux Paralympiques. Ok, mais aujourd'hui, quel est l'héritage ? Qu'est-ce qu'il en reste, quoi ? Donc il faut rester vigilant et ça, c'est un combat de tous les jours. Et tu sens malgré tout l'enthousiasme que portent tous ces gens, parce que je crois que c'est quand même un de leurs gros points communs, c'est de penser qu'on peut quoi qu'il déplacer les montagnes. Tu sens quand même une note de découragement ou de crainte par rapport à une situation et économique et politique qui pourrait être qui est de plus en plus clivante. Ouais, il y a du découragement évidemment dans les directions d'associations. Évidemment, quand tu diriges une asso, par définition, tu sais toujours faire mieux avec moins. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a une limite. C'est-à-dire que, en fait, ça ne tient plus. Et le mouvement associatif a fait du plaidoyer en octobre dernier avec exactement ce slogan, ça ne tient plus. Évidemment, dans les assos, on sait faire avec du système D, 3 bouts de ficelle, etc. En fait, à un moment, ça ne marche plus. Les dirigeants, il y en a plein qui sont en situation de burn-out, d'épuisement, qui ont une pression sur leurs épaules. Moi, je discute avec beaucoup d'entre eux. Certains me disent, je n'ai personne à qui parler parce que mon équipe, je ne veux pas l'affoler, mais je ne sais pas comment je paye leur salaire. Toujours le même sujet. Ma gouvernance
j'ai pas trop envie de les affoler non plus parce que je me dis peut-être que ça peut bouger, etc. Donc en fait, il y a une solitude qui s'accroît, beaucoup de stress, et puis quand même, au bout du bout, des personnes très vulnérables. Donc tu te dis, en fait, si je mets la clé sous la porte, qui prend le relais, comment ça se passe? Donc nous, on essaye d'accompagner tout ça, de dire, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mutualisées, notamment des fonctions support, tout un tas de services autour des actions qui peuvent être menées de manière à maintenir l'action sur le terrain. Et donc, l'idée de cette coalition philanthropique aussi qu'on a montée, c'était ça, c'était de se dire, nous, l'objectif, c'est vraiment de préserver ce qu'on nous a appelé les actifs associatifs, quoi. Et ce qu'il y a de la valeur dans les assos, c'est leur action sur le terrain. Mais oui, c'est décourageant. Et puis, et cette espèce d'injonction à la résilience, alors c'est super, tu vois, évidemment, on est tous résilients, tu fais toujours... Tu gardes le sourire, tu dis mais si ça va bien se passer, entre la méthode Coué et la résilience, tu vois. Ok, mais en fait, à un moment donné, ça ne marche plus. Tenir. Ouais, exactement. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui pourraient être dans l'action, justement, aider, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Déjà qu'il y a plein d'endroits où tu peux t'engager. Bon, tu peux t'engager de plein de manières. Déjà, tu peux faire des dons. Ça, il y a plein de plateformes en ligne qui te permettent de donner. Tu peux devenir bénévole dans une association. Tu peux mener des actions sur le terrain. Mais tu peux aussi rejoindre des conseils d'administration d'associations qui ont aussi besoin d'avoir des présidents, des trésoriers engagés pour que tout ça tourne bien. Dans les entreprises aussi, on peut se bouger, on peut essayer de faire bouger les choses avec d'autres salariés pour que la direction s'engage. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et plein de modèles en tout cas à suivre. Allez, je te propose notre petite rubrique Moi Président. Parce que c'est notre projet! Et avant que tu répondes, j'ai une autre question pour toi. Bonjour Enora, merci de m'avoir choisi pour te poser cette question surprise. Alors la voici. Si tu pouvais changer une loi ou en créer une nouvelle, que choisirais-tu? Merci. Waouh, elle a fait fort. C'est qui? Tu peux C'est me Maud. dire? Oui, Maud. Maud Sarda. Exactement. La Belle Emmaüs, qui est un des projets lauréats qu'on a soutenu, qui évidemment qui fait beaucoup de plaidoyer sur la question de la seconde main et qui lutte contre la fast fashion. Exactement. Qui est sur tous les fronts et vraiment énergie de dingo. Et par ailleurs, Maud fait partie de notre conseil d'orientation, donc voilà, très engagée aussi à nos côtés depuis presque 10 ans maintenant. Et donc je me suis dit que cette question elle est parfaitement dans notre rubrique baguette magique. Si demain tu es présidente de la République, quelle première mesure tu prendrais? Elle a dit quelle loi tu créerais ou changerais? Tu ferais quoi? Loin. Elle est très très loin. Alors déjà, moi présidente, alors moi ou quelqu'un d'autre, mais présidente, ce serait déjà une bonne nouvelle pour la France, puisque ça veut dire qu'une femme aurait réussi à passer les portes de l'Élysée. Ce qui serait déjà une fort bonne nouvelle. Et ça, je pense que ça fait partie quand même des combats que j'aimerais mener et que je mène déjà à ma micro-échelle, évidemment, mais qui permettre que les femmes puissent s'engager à tous les niveaux. En politique, dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a beaucoup de points communs sur cette espèce de boys club qui se crée contre les femmes et qui aujourd'hui en décourage plus d'une. Après, la question, moi, mon grand sujet, c'est évidemment de garantir l'intérêt général. Tu vois, il y a vraiment tout un tas de causes. Tu vois, j'ai vraiment évoqué tout un tas de sujets, quoi. Vraiment, je trouve que c'est vraiment important quand tu diriges un pays de pouvoir garantir cet intérêt général. Et ensuite, moi, ce qui m'anime beaucoup, ce que j'aime beaucoup faire, c'est justement rapprocher des mondes qui ont une petite tendance à s'ignorer
qui ne se parlent pas beaucoup, qui se méconnaissent, voire qui se craignent ou qui se détestent. Et c'est vrai que moi, j'ai un sujet sur l'engagement des entreprises. Alors, je viens aussi de c'est mon background académique, mais je pense que les entreprises pourraient faire plus dans le cadre de leur responsabilité sociale et environnementale. Il y a déjà des lois qui existent. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Des agences de notation extra-financière qui viennent évaluer leurs critères ESG, etc. Mais je pense qu'elles peuvent faire encore plus sur leur territoire. C'est pas forcément, on parle toujours aussi, comme je disais, très macro, très national, mais en fait, tu as plein d'entreprises, des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises qui sont engagées sur des territoires et qui pourraient faire beaucoup plus. Tu penses à quoi concrètement ? Déjà du mécénat, s'engager. On a parlé de tout un tas de causes, mais si on prend la cause de l'insertion professionnelle, de tout un tas de gens éloignés de l'emploi, ça peut être, je pense au projet Vivre et Travailler Autrement, par exemple, qui permet à des adultes autistes sévères d'aller travailler. En France, c'est 5% de ces adultes qui travaillent seulement, contre 50% aux États-Unis, par exemple. Ok, si tu mets en place un dispositif d'accompagnement, ensuite, il faut qu'il y ait des entreprises qui les accueillent. Oui. C'est pareil sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes exilées. Ok, tu les accompagnes, elles apprennent le français, elles font reconnaître leur diplôme en France. Ok, mais ensuite, il faut qu'elles aillent bosser quelque part. Donc, en fait, il y a cet engagement des entreprises qui pourrait aller plus loin dans leur engagement, dans leur entreprise, par exemple. Et puis, la question éducative, qui est pour moi, qui reste quand même le nerf de la guerre. Je disais, il y a des enfants qui n'ont pas d'enseignants à la rentrée. Il y a quand même toujours des très, très grandes inégalités sociales et c'est pas l'IA qui va les combler, malheureusement. Je sais pas si l'interdiction des réseaux sociaux est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, il y a des inégalités sociales qui se creusent énormément dès la naissance. Et le sujet de la petite enfance, notamment, est un sujet qui est aujourd'hui dans aucune politique publique. Par exemple, ça peut paraître bizarre ou choquant, ou les deux. Mais c'est vrai que l'âge 0-3 ans, aujourd'hui, passe sous tous les radars des politiques publiques. Alors que c'est exactement à ce moment-là de ton existence que se joue ton développement. Oui, ton développement, exactement. Eh bien, sacré programme, si demain t'es présidente. Ouais. 2027, c'est bientôt. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? C'est notre instant canap. Allez. Quand on remonte le fil, en fait, on se rend compte que l'engagement, pour toi, c'est une seconde nature. Tu as toujours été engagée. 2003, tu t'engages dans un syndicat. À quel moment tu dis, tiens, je vais aller m'engager dans ce syndicat ? C'était quoi le point de bascule ? Ouais, alors, j'ai pas toujours été engagée parce que c'était la grande déception de mes parents qui étaient de grands militants politiques et ma mère très féministe. Et donc, à l'adolescence, ma mère a voulu m'inscrire au mouvement des jeunes socialistes. Ouais. Et j'ai dit non. Et donc, mes parents ont été dépités tout mon lycée en disant « Mais elle va jamais être engagée, on a raté notre éducation, c'est l'enfer. » Ils t'emmenaient aux manifs, etc. Bien sûr. Moi, j'étais en manif à 6 mois. Loi de Vaquet, j'étais sur les épaules de mon grand-père, je veux dire. Donc, non, vraiment... C'était quelque chose de familial. Mobilisé dès l'enfance, les soirées électorales, les guignols de l'info, tu vois, on imitait les hommes politiques et les femmes politiques. T'étais incollable dès le plus jeune âge sur tous les candidats. Ah mais bien sûr, on connaissait tous les gouvernements. D'ailleurs, je pense que je connaissais mieux le gouvernement à l'âge de 7 ans qu'actuellement. Mais... Ouais, après, ça changeait moins souvent. Oui, j'avais une meilleure mémoire, on va dire ça. En 2003, je suis au lycée, je passe le bac. Donc j'ai commencé d'abord 2002. Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, ouais. Donc ça c'est mon premier engagement et donc c'est très marrant, j'ai retrouvé récemment mon carnet de correspondance de ma seule absence sur cette année scolaire là où ma mère avait mis manif contre le FN. Donc ça je l'ai retrouvé et c'est ma seule absence de l'année scolaire, donc vraiment premier engagement. C'est rigolo parce que j'ai la même du coup.
C'est vraiment J'en les parlais parents. il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc les parents qui cautionnent et qui assument. Après, je suis à la fac, donc moi je commence à m'engager un peu plus tard dans le syndicalisme étudiant. Il y a d'abord le CPE en 2006, où là je suis à la fac. Et donc pour la petite histoire, je le raconte pas souvent parce que c'est pas que c'est honteux, mais c'est que juste personne me pose la question. Au départ, j'ai commencé des études de médecine que j'ai complètement raté. Donc moi j'ai passé mon bac en 2003. En 2006, je suis en 3e première année de fac. Mes parents, c'est l'enfer. Vraiment, va-t-elle trop savoir? Vraiment jusqu'au lycée, impeccable, bac avec mention incroyable. Fac, mais horrible. Vraiment, ils se disent... alors déjà, elle est à peine engagée et en plus, elle rate ses études. Donc 2006, je suis en 3e première année, je décide de m'engager contre le CPE. Mais vraiment, ils se disent, non mais elle va jamais passer la première année. Bon, après, c'est comme en mai 68, tout le monde a eu son année à ce moment-là, donc pas de problème. Et en fin d'année 2006, je rejoins un syndicat étudiant qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus, la Confédération étudiante. Je décide de monter l'association locale dans mon université à Nantes. Moi, j'ai été élue déléguée de classe depuis le CE2. Donc vraiment, du CE2 jusqu'à la fac, j'ai toujours représenté mes camarades. Et donc, je suis élue au conseil. Tu faisais des affiches et tout, de campagne, des pitchs? Ouais, je faisais des pitchs, bien sûr. Évidemment, mes parents étaient parents d'élèves, donc engagement familial au conseil de classe. Et puis voilà, je suis élue au conseil d'administration de l'université de Nantes. Et ensuite, toutes les universités françaises ont un conseil national qui s'appelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est présidé par le ou la ministre de l'enseignement supérieur. Et donc moi, je suis l'une des 11 étudiantes à être élue en 2008 dans ce conseil. Donc c'est à ce moment-là que ça prend une envergure, disons, un peu plus nationale. À l'époque, c'est Valérie Pécresse qui est ministre de l'enseignement supérieur. Je fais quelques négos avec elle parce que y a toute une réforme autour de l'université, autour de cette fameuse loi qui s'appelle LRU. Après le CPE, LRU, c'est toujours les petits acronymes. À l'époque, il y a aussi de grandes négociations sur la jeunesse, puisque Martin Hirsch est haut commissaire à la jeunesse. Et donc, il y a tout un tas de discussions autour de la jeunesse, sur des questions d'orientation, de logement, d'études, de santé, etc. Donc à ce moment-là, tu as 21 ans, 22 ans? Non, un peu plus. Ouais. Non, c'est 2006, c'est CPE, ouais, donc t'as moins de 25 ans. J'ai moins de 25 ans, ouais. Et donc tu te retrouves à la table des négos, avec des gens qui ont une certaine carrière politique derrière eux. T'es d'accord, t'es pas d'accord avec eux, ça c'est un autre sujet. C'est hyper formateur, non? C'est hyper formateur. Après, tu te prends des petits murs quand même. Bien parce sûr. Que tu vois, t'as pas les codes. C'est ça. Tu vois, moi, c'est pas en ratant mes études de médecine qu'on m'a appris à aller négocier. Donc après, c'est une formation qui est incroyable et qu'évidemment, on n'apprend pas à l'école. Moi, je me souviens, je devais me préparer pour un petit déjeuner avec Martin Hirsch. J'en rigole maintenant parce qu'il est au conseil d'administration de la France Engage. Moi, je me souviens de ce petit déjeuner. Alors, il se souvient que j'étais casse-pied. Ouais, du petit déjeuner, non. Mais par contre, que je lâchais rien, ça, il s'en souvient. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais je mets quand même un peu plus les formes, je pense, maintenant. Mais je me souviens d'être rentrée, j'étais dans un train et j'étais dans les toilettes du train en train de me regarder dans le miroir en répétant ce que je devais dire. Enfin, tu vois, c'est préparation au pitch, mais vraiment artisanale, quoi. Il y avait vraiment zéro méthode. Mais c'est très, très formateur. Enfin, oui, effectivement, moi, je pense à 23 ans, je suis à l'Élysée pour un goûter avec Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse. Il y a tous les syndicats étudiants qui sont là. On a 2 minutes. Et la seule chose qu'on nous a dite en off, c'est Nicolas Sarkozy, il faut le regarder dans les yeux, sinon il lâche et il t'écoute plus. Et donc moi, mon rôle, c'était de le regarder. J'avais que ça à faire pendant que mon binôme parlait. J'étais là, je ne la lâche pas. Vraiment, j'avais une pression de dingue. Voilà, et donc oui, t'apprends énormément. À l'époque, j'avais un peu plus, je pense, la fleur au fusil quand même. Donc, comme je disais, oui, entre-temps, j'ai appris un peu plus à mettre les formes. Mais je continue de rien lâcher.
Et ceux qui s'investissent dans le syndicat étudiant ont des velléités après de plutôt parcours politique, pas tous, mais beaucoup. T'en as recroisé dans ton parcours, ou est-ce que toi, à un moment, tu t'es posé les questions de plus t'investir en politique? Ouais, hyper bonne question. C'est un sujet qui m'anime pas mal parce que en tant que syndicaliste étudiante, moi j'ai été victime de violences. Physique, de harcèlement, violences sexistes et sexuelles, on va dire les choses comme elles sont, de la part d'autres syndicats étudiants. Mais de syndicats étudiants qui auraient pu, dans la vraie vie de l'engagement, être dans ma famille politique. D'accord. C'est juste qu'on était 2 syndicats avec des postures un tout petit peu différentes, une un peu plus partisane, moi un peu plus syndicaliste, on va dire, proche d'un syndicat de salariés, et on était concurrents sur le terrain et de facto victimes de leur violence. Et donc moi, c'est un grand sujet pour moi, c'est-à-dire que j'en ai recroisé, mais aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce qui m'a valu, il y a 2 ans, un petit post sur les réseaux sociaux lors de la journée du 8 mars pour dénoncer ces violences dont j'avais été victime. Sans donner de nom, je m'étais pas mal renseignée en disant est-ce que je balance des noms ? Donc j'en avais discuté avec l'avocate de la Fondation des femmes qui m'avait dit au pire, tu te prends un petit procès en diffamation, on fera une cagnotte, ça va bien se passer, mais tu n'iras pas en prison. Et c'est pas ça qui m'a dissuadée de ne pas donner de nom, mais j'ai décidé quand même de faire ce post pour dire que ces prédateurs continuaient de rôder autour de moi, pas très très loin. Certains se sont reconnus. Il y en a un particulièrement qui a fait le pas vers moi, me disant on m'a envoyé ton post, je me reconnais, je sais que c'est moi dont tu parles sur tel épisode, j'ai fait le chemin, etc. Donc c'est pas la super happy end, hein, mais c'est quand même, c'est-à-dire que j'ai été aussi contente de me dire que j'ai pu poster quelque chose d'assez fort, qui a touché une personne en l'occurrence qui m'a frappée et qui fait quand même la démarche de venir m'en parler. Donc ça fait pas tout, mais aujourd'hui il y a quand même des prédateurs qui sont toujours pas très très loin. Et pour la question politique, pour moi aujourd'hui il est hors de question d'aller militer avec des gens dont tu ne partages pas les valeurs. Ouais. Et pas que les valeurs d'ailleurs, et les procédés. Ouais, en fait c'est surtout ça, c'est que théoriquement on pourrait faire partie de la même famille politique, mais moi il est hors de question que j'aille militer avec des gens dont je ne partage pas du tout les pratiques et qui n'ont fait aucun chemin. Oui. Parce que évidemment, encore une fois, c'est un système, c'est les systèmes de domination, d'accession au pouvoir par la force, par la domination, évidemment en écartant les femmes le plus possible. Mais de reconnaître que tu étais pris dans ce système, c'est déjà un premier pas. On va pas tout régler, tout n'est pas d'ailleurs de l'ordre du pénal. Enfin, tu vois, il s'agit pas tout le monde va pas aller en prison pour ça. Mais juste de montrer que tu as fait un petit chemin dans ta tête, que tu te rends compte que tu faisais partie d'un système de domination patriarcale. Bon, c'est déjà un petit pas. C'est déjà un pas, en effet. Ouais. Et t'as pas envie justement de dénoncer le truc encore plus loin, en fait, justement ? C'est une vraie question. Moi, je continue de rien lâcher quand même dans mon écosystème. Aujourd'hui, je dois dire que la France Engage, c'est quand même un cocon. Hein. Enfin, je veux dire que ça soit du côté de la gouvernance des entreprises, des associations. Vraiment, on n'a pas ces sujets-là. Mais on a beaucoup de jeunes dans notre équipe. On a quasiment que des femmes, des jeunes femmes. Qui ont 20 ans, tu vois, et qui se retrouvent aussi à des événements avec des gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, etc. Et moi, je leur dis tous les ans, à la rentrée, alors nous, on est une petite équipe, donc on n'a pas un comité éthique où t'as pas un numéro anonyme où tu peux dénoncer quoi que ce soit, mais je leur dis, Damien et moi, on est à votre écoute. S'il y a l'un ou l'autre qui vous semble, avec qui c'est plus facile de parler, n'hésitez pas, on sera toujours là et on vous croira. Il n'y a jamais eu de sujet, mais c'est vrai que je trouve que c'est important de dire aussi aux jeunes qui travaillent avec nous qu'elles sont dans un espace sécurisé, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pouvoir et d'argent autour de nous qu'on oublie ces sujets-là. C'est pas à tout prix non plus. Exactement. Et en tout cas, c'est bien d'ouvrir le
le discours et de dire que vous êtes là pour écouter aussi et recueillir cette parole. Absolument. Qui est nécessaire. Bref, si on revient sur son parcours, après ces syndicats et cet engagement au syndicat, tu décides d'aller travailler dans des grands groupes pour conseiller sur ces sujets qu'on n'appelait peut-être pas encore à l'époque l'innovation sociale, ni les sujets peut-être qui étaient un peu avant-gardistes d'ailleurs quand même, non, quand j'y pense. Ouais, c'était le début de la RSE en fait, dans les années 2015, un peu avant, il y a la loi, il y a le Grenelle 2 qui passe, donc c'est une loi qui oblige les entreprises à communiquer sur leurs critères ESG, donc la RSE fait un peu son apparition, on en parlait déjà un peu, mais sous la contrainte de la loi, forcément les grands groupes sont obligés de s'y mettre. Quand tu étais à l'école, on parlait de développement durable. Ouais, exactement. Puis on a parlé de RSE. Exactement. Et puis, moi, j'ai toujours été intéressée, comme je le disais, par l'ensemble des parties prenantes de la société. Quand j'étais syndicaliste, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'insertion professionnelle à l'université. Et donc, c'est ça aussi qui a valu quelques tensions entre syndicats. Mais moi, j'ai toujours été persuadée que les étudiants à l'université allaient aller chercher un travail aussi dans le monde privé. Oui. Et donc, j'avais beaucoup travaillé avec des grandes entreprises, avec le MEDEF, avec des syndicats, pour parler de cette question-là. Et donc, c'est vrai qu'en reprenant mes études en 2012, après cette petite période syndicale, je me dis, j'ai envie de découvrir le monde de l'entreprise. Les grandes entreprises, les entreprises de manière générale, on y passe un temps conséquent dans notre vie. Elles ont pour moi un vrai rôle à jouer dans la société, en plus de la vie économique, évidemment. Et donc, j'ai décidé d'aller mettre le pied dans des grands groupes. J'ai fait mon stage dans un grand conglomérat américain chez General Electric. Donc assez intéressant aussi parce que rien à voir avec le grand groupe français classique, pour le coup, vraiment une approche totalement différente. Et puis ensuite, j'ai fait quelques mois, années de consulting en RSE pour des grands groupes. Donc là, vraiment, c'est le principe d'être consultant quand tu es junior, quoi. C'est que tu découvres en un temps record plein d'entreprises, plein de secteurs d'activité, plein de façons de faire. Et donc, j'ai notamment participé à l'audit RH du groupe Orange en France, qui m'a beaucoup appris parce que ça intervenait juste après la crise des suicides dans le groupe. Donc, très intéressant de voir comment un grand groupe comme ça met en place des nouveaux dispositifs, évidemment après un énorme scandale. Je me suis passionnée pour le secteur du logement social, qui est peu connu, qui est à la fois public et privé, et qui pour moi était un des secteurs les plus innovants en la matière, qui a inventé plein de façons de faire, justement, de mettre tout un tas de parties prenantes, notamment les habitants des logements sociaux autour de la table, dans la gouvernance, etc. Donc, non, vraiment, moi, je suis vraiment bon public, donc je peux me passionner pour tout un tas de secteurs hyper vite. Ce qui est génial aussi. Ouais. Et en plus, avec, à ce moment-là où tu es quand même au début de ta carrière, des interlocuteurs de très haut niveau en face de toi. Ouais. Parce que sur ces sujets-là, c'est pas le junior qui vient d'être recruté il y a 2 mois qui le porte. Non, ça c'était hyper chouette, c'est que intellectuellement, ça devait être hyper riche. Ouais, ce qui était sympa, c'est que moi j'étais en stage à 27 ans, 28 ans. Enfin, du coup, j'étais soit une vieille stagiaire. Parce que, en fait, pour rassurer tout le monde, tu as fini par avoir cette première année. Ouais. J'ai surtout été très maligne et j'ai surtout réussi à faire une validation d'acquis d'expérience. Grâce à tes années syndicales. Exactement. Ouais. Et donc, je suis passée, j'ai pas fait de Master 1, je suis directement passée en Master 2. Donc, on a validé les compétences acquises pendant ces années syndicales. Et donc, je suis rentrée en Master 2 en management de la RSE. Voilà. Et c'est vrai que pour mes managers à l'époque, j'étais une stagiaire autonome. Donc, c'était sympa. Du coup, on pouvait me confier des missions assez chouettes. Et c'est vrai qu'il y a certaines missions que j'ai faites un peu en solo, que j'ai fait de manière assez autonome, même mon stage chez G. Enfin, voilà, donc c'était... j'ai pu aller assez loin. Et c'est vrai que j'ai pu faire des restitutions, tu vois, d'études, d'audits, etc. devant le DRH du groupe Orange. Enfin, tu vois, donc ça, c'est vrai que c'est hyper chouette. Hyper riche. Ouais. Et après, t'es allée avec Alain Grandjean ? Ouais, j'ai une petite période pro-perso traversée du désert.
Ouais, Qui est donc l'associé de Jean Covici. Ouais, 2014-2015, je suis un peu perdue, je sais pas du tout où j'habite, mais vraiment littéralement, quoi. Géographiquement, je ne sais pas où je suis, etc. Je sais pas trop ce que je veux faire, et donc j'ai cette opportunité de bosser pour Alain Grandjean, qui à l'époque veut monter une association de sensibilisation aux questions du développement durable et à l'économie. Et donc, hyper cool parce que moi, j'ai vraiment la partie dans RSE, j'ai vraiment la partie sociale. J'ai appris avec les cours la partie un peu économique, deuxième pilier du développement durable. Et puis là, il manquait un peu la partie environnementale. Donc, j'ai beaucoup appris aussi à ce moment-là. Lui avait monté l'asso sur fonds propres. Donc, ensuite, il a mis le projet en stand-by. Donc, ça s'est arrêté. Et je sais qu'il a remonté une autre asso qui existe aujourd'hui exactement avec le même objectif. Donc, c'est chouette. Mais les contenus étaient dingues. Enfin, vraiment, il y avait aussi les plus gros économistes autour de la table. Donc, ça, c'est génial avec le Shift Project, etc. Et Carbone 4. Et Carbone 4, qui est devenu incontournable Bien sûr. sur ces sujets-là. Et puis, finalement, la traversée du désert s'arrête. Elle retrouve la lumière. Et tu prends la direction des opérations de Bibliothèques sans frontières. Ouais, ça n'arrive pas tout de suite. À l'époque, j'ai un ancien de mon syndicat étudiant qui m'appelle en disant on galère à trouver un chef de projet sur un projet numérique. Est-ce que ça te dirait ? J'étais là, bon, écoute, allez, vas-y, Bibliothèques sans frontières, ça a l'air vraiment très cool. Donc, je me lance. Et il s'avère que 2015, pour Bibliothèques sans frontières, c'est le jackpot, quoi. C'est lauréat de la France s'engage, Google Impact Challenge, la Fondation Gates, enfin, vraiment tout un tas de financements français et internationaux qui tombent. Donc, c'est vraiment période de dingue en termes de développement. Et à ce moment-là, l'asso se fait accompagner pour se restructurer. Et c'est comme ça que apparaît dans l'organigramme la direction des opérations France. Et en fait, à l'époque, chez BSF, il y avait beaucoup de profils plus humanitaires et aide au développement. Et en fait, on était deux à connaître un peu la France. Alors vraiment, c'est vraiment de très très loin, parce que moi, je connaissais rien au monde des bibliothèques, et encore moins à la levée de fonds. Mais bon, vu que j'avais l'air assez motivée, j'avais fait un peu de management aussi, etc. Voilà, je me retrouve à la tête des opérations France. Bon petit pari, j'ai énormément appris pendant ces années-là. Qu'est-ce qui t'en a retenu justement de ces années-là ? On parlait du système D, je pense que là, je peux témoigner sur la manière dont les assos font avec ce qu'elles peuvent. Non, mais j'ai découvert déjà le charmant monde des bibliothécaires, vraiment, je l'ai dit avec beaucoup d'affection. C'est un métier génial qui est aussi assez peu valorisé, et qui est très challengé aussi, mais j'ai vraiment découvert un monde, le monde de la lecture publique, comme on dit. J'ai découvert aussi tout le monde du mécénat d'entreprise. Donc moi, côté RSE, j'étais plus en lien avec les fameux directeurs développement durable, etc. Et donc là, je découvre la partie plus fondation d'entreprise. Je fais plein de rendez-vous, je parcours la France, je sillonne la France vraiment dans tous les sens. Je pense que 2019, c'est 30 000 km en train. Justement, on m'a soufflé dans l'oreillette que tu étais une grande consommatrice de train. Ouais, je pense que je pourrais être ambassadrice de la SNCF. Vraiment, j'adore le train. Je n'aime pas les gens qui critiquent la SNCF. Alors en plus, ces derniers jours, ils ont quand même été sous les feux des projecteurs. Peut-être à cause d'une communication un peu maladroite, ma foi. Peut-être, sûrement. Non, mais ça, vraiment, sur les centaines de milliers de kilomètres que j'ai fait en train, j'ai eu très peu de problèmes. Donc vraiment, moi, j'adore le train. Tu fais tout dans le train, tu travailles, tu manges, tu dors, tu téléphones. Non, vraiment, j'adore. J'ai beaucoup sillonné les routes. Et ça fait partie des choses que j'ai gardées, mais je pense du syndicalisme, puisque j'allais dans toutes les universités en France. Ensuite, avec le conseil, c'est pareil. J'allais voir les BU aux quatre coins de la France. Bibliothèques sans frontières, vraiment, on a fait des projets en zone rurale, à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Enfin,
vraiment à Marseille. Vraiment, j'ai vraiment sillonné tous les territoires. Et ça, j'essaye aussi de le perpétuer à La France s'engage. D'ailleurs, on fait des jurys dans 14 endroits différents en mars-avril. Et je fais en sorte que toute l'équipe, quelle que soit sa fonction et son niveau de seniorité, participe à au moins un jury en dehors de Paris. Vraiment, pour moi, c'est hyper important d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors justement, sur ce train, j'ai une question. Vous avez un message. C'est qui c'est ? Coucou Enora. Dans ton rapport de la SNCF de 2025, tu avais fait combien de kilomètres en train ? Et parmi eux, combien t'ont-ils mené à Carantec ? Alors celle qui est fan de train aussi comme toi, c'est Vera Kempf, cofondatrice de Singular. Absolument, très bonne amie et qui nous a fait nous rencontrer par ailleurs. Donc, petit big up à Vera, bien sûr. Eh bien, je ne sais plus. Mais alors, pour être honnête, beaucoup, mais beaucoup moins que quand j'étais chez Bibliothèques Sans Frontières. Ouais. BSF, c'est vraiment... c'est la folie. Mais j'adorais ça. J'allais vraiment sillonner tous les territoires. Enfin... J'ai fêté mon anniversaire à Rodez, j'ai fêté mon anniversaire à Saint-Martin, enfin vraiment, j'étais tout le temps sur les routes et c'est vrai que j'adorais ça. Maintenant, j'ai pris 10 ans, hein, voilà, donc j'ai moins la foi de me lever à 5h du mat et de faire l'aller-retour Paris-Antibes dans la journée, mais c'est vrai que... Je garde quand même cette conviction qu'il faut continuer d'aller rencontrer les gens sur le terrain. Avant, à La France s'engage, on faisait un tour de France avant le lancement du concours et on allait rencontrer des porteurs de projets dans des grandes villes, mais pas que, aussi dans les Outre-mer, dans des zones rurales. Et c'est vrai que déjà, tu découvres encore une fois la vitalité des territoires et l'engagement des gens. Donc ça, c'est formidable. À titre perso, ça te nourrit. Moi, ça me galvanise. Et puis, je trouve que c'est aussi un message très fort qu'on envoie aux gens en disant que tout ne se passe pas à Paris. On le sait. Et d'ailleurs, nous, on observe aujourd'hui, on a vraiment inversé la tendance. Quand c'était un programme gouvernemental, il y avait 75% de projets parisiens. Aujourd'hui, on soutient plus de projets hors Île-de-France. Donc c'est un vrai message et ça c'est un travail qu'on a mené de manière très volontariste. Il y a eu des rencontres justement un peu auxquelles tu ne t'attendais pas entre la Parisienne que tu incarnais, représentais et puis les territoires. C'est le moment de la petite claque ou pas ? On peut le mettre dans une claque. On peut le mettre si dans tu une veux, claque. je lance la claque. Allez. Waouh. Waouh. Ouais, je pense que c'était un peu cet effet-là. C'était un peu une claque sur mon ego et sur... je parlais du Tour de France. On travaille en fait avec des incubateurs régionaux qui sont un peu nos portes d'entrée dans les différentes régions françaises. Et au moment de ce Tour de France, donc on sollicitait les incubateurs pour qu'ils puissent identifier des projets qui seraient intéressants à découvrir. Et donc, me voilà à Marseille, dans les quartiers nord, dans le 14e arrondissement, à mettre les pieds dans un fast-food qui s'appelle l'Après-M, qui est un projet incroyable. C'est une équipe qui travaillait avant dans un McDo, quoi, qui allait fermer et qui s'est battue justement pour préserver les emplois. Et donc moi j'étais à fond, je trouvais ça génial comme projet et donc avec ma petite équipe on se pointe là-bas et vraiment le porteur de projet là-bas, Kamel, me reçoit, comprend pas trop ce que je fous là, je lui explique et clairement me dit non mais en fait nous on n'est pas au zoo ici, enfin si vous venez en fait on n'est pas des bêtes à observer, etc. Donc là, claque, ouais. Clairement. Moi, je m'attends pas du tout à ça. Là, tu mets quelques secondes avant de lui répondre. Ouais, je suis un peu sonnée. Tu vois, ouais, t'es un peu sonnée, tu restes là en disant ok, j'ai jamais été accueillie comme ça. Et en même temps, je me dis, je comprends. En fait, on était 3-4 de l'équipe à arriver de Paris, à dire on va avoir un super projet, ça va être génial. Et en fait, le mec comprend pas ce que tu fais là, quoi. Et puis bon, je lui pose quand même quelques questions.
clairement, on n'a pas le même parcours, quoi. On n'a pas la même vie, on n'a pas le même parcours, donc on s'observe, quoi. Et finalement, donc je comprends que ils ont monté une intersyndicale, que les salariés du McDo se sont mobilisés pour faire valoir leurs droits, les défendre leurs emplois. Et en fait, Kamel se rend compte que je connais le vocabulaire, le langage des syndicalistes. Et donc là, premier point commun où il se dit « Ah ok, on va peut-être pouvoir discuter ». Donc moi, je lui explique un peu ce que j'ai fait aussi avant. Rien à voir en termes de bataille syndicale, mais bon, en tout cas, on se comprend. Et finalement, on est resté 2h30 parler. Il nous a fait visiter ce projet qui est devenu l'Après-M, qui est toujours un fast-food, mais qui est aussi une banque alimentaire, qui a aussi derrière un projet social dans un quartier quand même défavorisé de Marseille. Et donc, ça me fait dire qu'il ne faut pas lâcher non plus, qu'il faut continuer d'aller voir ceux qui ne nous ressemblent pas, forcément. Et que parfois, on a des petits pas de côté à faire, mettre un peu sa fierté, son ego aussi dans sa poche. Il y a plein de gens qui ont des choses à nous apprendre, vraiment, dans ce qu'ils mènent comme action et comme combat au quotidien. Et je trouve qu'en ce moment, c'est important de ne pas se replier sur nous-mêmes, de continuer à regarder ce qui se passe ailleurs, même chez des gens qui sont très différents de nous, a priori. Parce que moi, je suis persuadée qu'on a tous quelque chose en commun avec tous les petits êtres humains sur cette terre. Et donc, il y a une petite ouverture de chakra et petit pas de côté à faire. Mais bon, bonne leçon d'humilité quand même. Et que le dialogue, finalement, permet toujours de débloquer des situations. Il y a une question que j'adore poser à mes invités, c'est à quoi elles rêvaient quand elles étaient petites, comment elles s'imaginaient, dans quel métier elles s'imaginaient. Alors, à l'école primaire, clairement, je voulais être institutrice. Ouais, je crois qu'il y a une petite vocation comme ça, projection. Voilà. Je donnais des cours à ma grand-mère maternelle. Qui se pliait au jeu. Elle se pliait au jeu, mais elle allait beaucoup plus loin parce qu'elle se pliait aussi au jeu de la danse classique, parce que je lui donnais aussi des cours de danse classique. Ok, c'était mieux que tu joues à la coiffeuse avec elle et que tu lui coupes les cheveux. Non, ça c'est elle qui me coupait les cheveux et qui me ratait. Donc ça c'est un autre sujet. T'aurais pu te venger, du coup. Le sujet capillaire n'est pas à l'ordre du jour. Je voulais être institutrice, assez classique. Puis après le bac, là vraiment c'est ce que je disais, c'est que vraiment je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et c'est vrai que la question de l'éducation et plus particulièrement celle de l'orientation reste quand même une énorme problématique chez les jeunes. On soutient tout un tas d'associations sur le sujet, entre le manque de réseau pour trouver un stage. On soutient, par exemple, Viens voir mon taf, qui va permettre aussi à des jeunes d'aller faire leur stage dans une entreprise qui leur plaît. Et ça, la question de l'orientation, je te disais, moi j'ai eu mon bac très très haut la main, vraiment sans aucun problème, mais il n'empêche que personne ne savait ce que je voulais faire, ni m'expliquer ce que je savais faire en termes de compétences. Tu vois, personne ne s'est jamais dit, tiens... elle défend la veuve et l'orphelin depuis le CE2 en tant que déléguée de classe. Peut-être qu'il y a un truc. Ouais. Après, c'était aussi à l'époque, même si nous avons le même âge, j'ai compris, et on n'est pas non plus des dinosaures, c'était moins fléché peut-être qu'aujourd'hui, ce secteur-là. Peut-être. Non, mais c'est sûr, mais c'est vrai que... personne n'a voulu t'envoyer en prépa. J'ai refusé d'aller en prépa. Ouais. Parce que généralement, c'était le truc, quand tu sais pas quoi faire, tu vas en prépa. J'ai refusé d'aller en prépa. Non, je sais pas. C'est vrai que, en plus, j'avais un profil scientifique. Donc, tu vois, aujourd'hui, quand je dis que j'ai fait de la biochimie, et de la biologie, tout le monde me regarde en disant ah bon. Mais t'étudiais pas les sciences politiques et l'économie. Ah non, pas du tout. Et donc, j'ai aucun bagage académique sur ces sujets-là. Donc ça, c'est sûr que le syndicalisme, formation politique accélérée, mais qui permet quand même de comprendre le monde aujourd'hui. Donc ça m'a énormément apporté, c'est sûr. Ensuite, quand j'étais à la fac de sciences, quand j'étais en médecine, quand même, j'ai voulu être à la fois pédiatre et médecin légiste. D'accord. Bon. Puis, quand je suis arrivée en fac de sciences, là, je voulais travailler dans la police scientifique. Voilà. Mais j'ai jamais voulu faire ce que je fais aujourd'hui. Ce qui aurait été un peu bizarre en même temps. Moi, je travaillais dans une fondation pour un président de la République.
Non, mais ça s'est fait au fur et à mesure, Bien et sûr, c'est bien des sûr. compétences que tu identifies au fur et à mesure et des. Et t'as construit ton parcours au final. Ouais, exactement. Mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi. Enfin, Ouais. c'est-à-dire que j'ai un parcours qui n'est pas linéaire, qui n'était effectivement pas tout tracé, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même toujours soutenue dans mes délires quand même, parce que des fois, le syndicalisme étudiant au départ, on dit oui c'est bien, mais là en On fait... voulait que tu t'engages, mais... Ouais, mais on voulait aussi que tu réussisses tes études et pas que tu arrêtes tes études pendant 4 ans pour faire on sait pas quoi. Donc, un soutien évidemment moral et financier. Tu vois, donc derrière j'ai eu la chance d'eux, il y a aussi quand même un soutien familial de dingo. Voilà, je leur suis très reconnaissante. J'espère qu'ils écouteront ce podcast. Comment tu te ressources dans cette vie à 300 à l'heure où tu découvres un projet minimum par jour, où tu fais beaucoup de voyages en train? C'est quoi ton petit moment off et shoot d'énergie? J'ai un petit refuge en Bretagne, parce que moi je suis bretonne. Donc ça, c'est mon petit refuge. En Bretagne? Dans le Finistère Nord, ouais. Dans un charmant village qui s'appelle Carantec. Je me ressource en me baignant dans de l'eau à 10 degrés. Donc ça te calme. Ça, tu le fais? Ouais, ça, je le fais. Ouais, bravo. Toute l'année. Wow. Donc ça, clairement, cette ressource, parce que oui. Soit tu meurs d'un coup, soit ça te ressource, puisque de toute façon, ton corps te rappelle que tu viens de le plonger dans une eau à 10 degrés. Donc forcément, c'est un petit shoot. Non, après, je suis hyper entourée. Dans les tests, tu vois, MBTI, je suis clairement un E, tu vois, sur qu'est-ce qui vous ressource. Moi, les autres. Clairement, mes amis, j'ai un entourage de dingue, de personnes qui me suivent depuis très très longtemps. Des gens avec qui j'ai aussi mené ces combats syndicaux, donc on a un peu le côté vétéran de à notre époque, tu te souviens quand on faisait ça, donc voilà, mais avec qui j'ai quand même toujours ces belles conversations aussi à refaire le monde. Pas de recette magique, mais je sens bien l'âge passant quand même, sans être un dinosaure, que j'ai aussi besoin de plus de temps pour me ressourcer, pour faire pour prendre un peu de recul, etc. Et que même si j'ai un super boulot, je ne sauve pas des vies, donc il n'y a jamais d'urgence. C'est je pense des petites leçons de vie au fur et à mesure, quoi, tu vois, que t'apprends quand tu te prends quelques claques et que tu te rends compte qu'il faut se reposer. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, toi? Moi, j'ai un grand... ça fait partie de mes objectifs de transmettre. J'aime beaucoup intervenir à l'université, auprès de groupes. D'ailleurs, on l'a pas précisé. C'est vrai. On a oublié cette petite partie. Dans cette vie de cette vie. Oui, j'ai fait un petit retour à l'université, puisque l'Institut de Management duquel je suis diplômée, l'IAE de Paris-Est, qui appartient à l'université de Créteil, m'a proposé de rejoindre son board, que je préside aujourd'hui, et j'interviens dans plusieurs formations dans le cadre de l'IAE, et j'aime beaucoup me confronter au groupe d'étudiants. Il y a des jeunes en formation initiale, des moins jeunes en formation continue, mais moi ça me ressource aussi beaucoup, ça me challenge, ça m'oblige toujours à écouter, à transmettre, etc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Autant j'ai pas d'enfants, mais j'ai l'impression d'avoir déjà transmis énormément, et ça me tient beaucoup à cœur. Cet engagement, j'interviens aussi auprès de groupes d'incubés, notamment au Philantrolab, qui est un incubateur à Paris. J'interviens tous les ans, on fait cette espèce de rencontre inspirante. Il n'y a jamais d'ordre du jour, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais j'aime bien quand même raconter mon parcours en miroir de celui des autres, pour confronter, voir aussi comment les autres ont vécu ces parcours d'engagement. Et comme je le disais un peu sur la question des apprentis à qui on dit en fait vous avez cet espace dans lequel vous pouvez nous dire si vous avez des sujets notamment de harcèlement, il y a quand même ce sujet de rien lâcher, de rester solide sur ses valeurs, se faire ultra confiance. Je le disais encore à une collègue hier en disant franchement arrête
enfin pas arrête de douter, mais t'as le droit de douter, mais t'es super forte et suis tes intuitions. Enfin ça c'est vraiment un truc que je continue de transmettre. Et puis tu vois, c'est une petite anecdote, j'y avais pas du tout pensé, tiens. Quand je suis arrivée à La France s'engage, il y a une VP d'un grand groupe qui m'a dit, pour réussir dans ce monde, attention, accroche-toi, on mesurera ton ambition à la hauteur de tes talons. En tant que femme, pour réussir dans ce monde de domination et de pouvoir pris par les hommes, ce sera ton seul moyen de survivre, quoi. En gros, c'est ça. Bon, alors, il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai des talons. J'allais dire, j'ai pas regardé si t'avais des talons. Mais alors moi qui suis souvent au basket, je me suis dit Exactement. Moi aussi, j'ai des baskets fluo. J'aime bien être à l'aise. En fait, ça peut paraître un peu ridicule dit comme ça. Mais ça m'a longtemps j'ai beaucoup tergiversé sur cette phrase en disant, est-ce qu'il faut vraiment que je change mon look ? Tu vois, elle t'explique vraiment. J'avais vraiment l'impression qu'elle me donnait ces tips, c'était la sororité maximale, tu vois, c'est vraiment, je vais t'expliquer comment survivre dans ce monde de requins. Elle me disait, alors moi, je vais faire ma manucure, ma permanente, je vais chez le coiffeur, je m'achète une nouvelle robe avant chaque board, et tout ça, j'étais là, oh, non mais attends, tout ça m'a l'air extrêmement contraignant et un peu loin de mon quotidien. Et vraiment, je me suis posé très très longtemps la question, et j'ai fini par conclure que non, je ne changerai pas. Et que malgré les questions de quotas, de parité, alors je fais un peu moins la jeune qu'avant, mais je fais quand même souvent la femme, la diversité, alors que j'ai pas grand-chose de la diversité dans mon parcours, mais voilà quand même. Et j'allais rester aussi sur mes valeurs, et que si j'étais là, c'était parce que j'avais un parcours qui m'avait permis d'acquérir des compétences, d'arriver à ce poste pour lequel j'étais totalement légitime, et que je continuerai de porter des baskets, quoi. Mais sans manquer d'ambition. Bien sûr. Mais pas simple. Donc ça, Parce que quand même, avec des baskets, on court plus vite qu'avec des talons. Puis on est quand même plus à l'aise, quoi. On est quand même plus confortable, je veux dire, pour marcher sous la pluie à Paris. Non, mais bon, voilà. En tout cas, c'est aussi des choses que moi, je transmets, notamment aux jeunes filles, effectivement, auprès desquelles j'interviens. J'étais intervenue à une remise de diplôme et je m'étais particulièrement adressée aux jeunes filles en leur disant écoutez-vous, quoi, faites-vous confiance, c'est vous qui savez. Après ça, c'est compliqué de poursuivre parce que tu as raison. Allez, encore 2 petites questions avant de conclure. Qu'est-ce qui te met profondément en colère et comment tu l'utilises, cette colère ? Je pense que depuis toujours, d'où le délégué de classe dès le CE2, les injustices me rendent folle. Vraiment, ça me rend dingo. L'injustice sociale, notamment, tu vois, d'avoir toujours l'impression que les plus vulnérables payent toujours le prix le plus fort. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Alors, en CE2, j'avais pas encore mis ces mots-là sur la table. J'avais pas encore conscientisé ça, mais c'est vrai que j'essaye de me dire que aujourd'hui j'ai un peu de pouvoir et si je peux le mettre au service des plus vulnérables et des plus faibles, ce sera ma petite part, voilà, dans le combat. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que ça m'a toujours. Mais c'est fou, hein. Je veux dire. Au collège, je me suis battue parce que, battue auprès des profs parce qu'on accusait injustement quelqu'un d'avoir triché. Tu vois, vraiment, c'est des trucs, voilà, ça m'active, quoi, vraiment de manière très sincère. Et comment je l'utilise aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais, je pense aujourd'hui être à un endroit où j'ai un peu de pouvoir, de faire changer quand même quelque chose, quelques petits trucs, et donc j'essaie de l'utiliser utilement. Ouais, exactement. Alors nous, à notre niveau, quand on a lancé 40 nuances de Next, il y a bientôt 6 ans maintenant, il y a toujours beaucoup plus d'hommes entrepreneurs. Donc on a
lancé un format petite sœur qui s'appelle 40 ours de Sista. Et on demande à tous les entrepreneurs et entrepreneureux qui passent à notre micro quelle femme entrepreneur ou quelle Sista ils voudraient mettre en avant pour que cette personne ait aussi voix au chapitre, en tout cas voix sur 40 ours de Next. Et alors moi, je vais te poser 2 questions. Je vais te poser la question de la Sista, mais je vais aussi te poser une autre question qui est qui t'aimerais entendre, toi, à ce micro, l'année prochaine, à l'occasion du podcaston, comme asso, fondation, et qu'on pourrait mettre en avant dans notre podcast. Trop bonne question, évidemment, on adore. Non, mais sur ce sujet des femmes entrepreneurs, c'est très rigolo. On a un petit groupe d'anciennes de Bibliothèques sans frontières qui sont toutes pas très très loin de La France s'engage, voire qui dirigent des assos de La France s'engage. Et on se fait des petits dîners entre meufs. Voilà, où on se parle de nos sujets pro-perso et vraiment, ça nous fait un bien fou. Et donc, j'avais pensé à mettre en valeur l'une d'entre elles, qui s'appelle Priska, qui dirige aujourd'hui l'association La Cloche. Et elle a un parcours incroyable et elle est hyper militante aussi. Donc, on a plein de points communs. On est bretonnes. Nos pères ont travaillé dans la même usine. Ils n'étaient pas syndiqués dans le même syndicat. Ce qui n'empêche pas que vous entendez. Ouais, non, mais vraiment, elle a un parcours incroyable et je trouve qu'elle prend hyper soin des autres. Et ça, je trouve que c'est très, très précieux dans un monde qui va beaucoup trop vite. Donc voilà, petite pensée pour Priska, mais aussi pour Mui Cheng et Alix, qui sont les 3 qui font partie de cette team très, très cool. Donc voilà. Eh bien, 1000 merci, en tout cas. 1000 merci d'être arrêté à notre micro à l'occasion du podcaston. Si tu as un dernier message pour nos auditrices et nos auditeurs pour qu'ils s'engagent. Allez sur notre site. Non, mais allez voir vraiment le site de La France s'engage avec tous ces lauréats, toutes ces causes dans lesquelles vous allez forcément vous retrouver. Il y a forcément un projet dans lequel vous allez vous dire « Mais oui, bien sûr, j'ai envie de le soutenir ». Donc voilà, renseignez-vous et ouvrez vos petits chakras. Merci Enora, merci Vera de cette mise en lumière en tout cas, et j'étais ravie de pouvoir te tendre ce micro, que tu nous racontes ton parcours passionnant et puis que tu nous donnes autant d'énergie et d'enthousiasme avec tous ces beaux projets partout sur le territoire avec La France s'engage. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Feuille blanche. 40 nuances de Next.